Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'introduction. Je suis Olivier Blasi, je suis professeur à Polytechnique, dans une équipe INRIA, dans un labo CNRS, à peu près tous les stands là-bas. Je vais vous parler de travaux que l'on a effectués avec des chercheurs à l'Université de Clermont-Ferrand, à l'Université de Limoges, et qui seront présentés cet été à Usenix. Donc on s'est intéressé à qu'est-ce qui se passe après une compromission de votre téléphone dans vos protocoles de messagerie. Donc, en particulier sur Signal, qui a l'avantage d'être à peu près bien cerné. Quand on parle de communication, on va s'intéresser pour l'instant à une communication entre deux paires, donc entre Alice et Bob, avec un canal sécurisé au milieu. Et sur un protocole de communication sécurisé, on veut plusieurs propriétés. D'abord, une propriété d'insynchronicité, c'est-à-dire quand Alice parle, Bob n'a pas à être connecté, parce que si on veut que les deux personnes soient là en même temps, ça enlève quand même beaucoup d'intérêt. On veut de l'authentification mutuelle, c'est-à-dire on veut qu'Alice soit sûre de parler à Bob et Bob soit sûr que les messages viennent bien d'Alice. Et surtout, on veut deux propriétés qui sont importantes en cas de compromission, ce qu'on appelle la perfect forward secrecy. C'est-à-dire si jamais vous faites compromettre à un certain moment, il faut que tout votre historique passé soit sécurisé et ne soit pas récupérable. Et nous, on s'intéresse à ce qu'on appelle la post-compromise security. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après que vous ayez été compromis? Est-ce que vos messages sont encore sécurisés, vos communications futures, ou est-ce qu'au contraire, tout est perdu? Donc, si on modélise un peu ça, on regarde quand il y a la compromission. La forward secrecy cherche à sécuriser tout ce qu'il y a dans le passé. C'est-à-dire, si vous êtes attaqué maintenant, il faut que vos messages d'il y a 5 minutes soient encore sûrs. Et la post-compromise security, c'est si vous êtes attaqué maintenant, au bout de combien de temps vos messages redeviennent sûrs. Donc, peut-être pendant 5 minutes, l'attaquant va pouvoir tout écouter, mais ensuite, vous allez pouvoir reparler de façon sécurisée. Pour ça, on a besoin d'introduire une taxonomie, d'introduire un peu une façon dont on parle. Donc on va avoir des chaînes de messages où Alice va commencer à parler, envoyer plusieurs messages. On va passer à une chaîne qu'on va nommer 2, où Bob va répondre. Quand on repasse à Alice, on augmente le numéro de la chaîne. Et au sein d'une chaîne, on va augmenter le numéro du message pour comptabiliser les messages. Donc comme ça, on va avoir un indice, le deuxième qui dit dans quelle chaîne on est, et un premier qui dit au combienième de message d'une chaîne donnée on est. OK? Donc si on schématise ça sur Signal, Signal au tout début, la première fois que vous allez entamer une conversation avec quelqu'un, il y a un échange de clés qui est un peu bizarre, qui est une variation de Diffie-Hellman. Et ensuite, à chaque fois que vous parlez, vous allez initialiser une chaîne, parler, et quand vous allez commencer à répondre, vous initialisez une autre chaîne. Et le processus est strict, c'est-à-dire à partir du moment où vous passez d'une chaîne à une autre, a priori, il n'y a aucune raison de revenir en arrière. Et à chaque fois, on génère des nouvelles chaînes avec des nouvelles clés, de la nouvelle entropie. Donc si on regarde Signal, en fait, ce qui se passe, c'est pas parfait, mais c'est déjà bien. C'est-à-dire si jamais on compromet votre téléphone, donc on le clone lors d'un passage en douane, lors d'une perquisition, on va avoir accès à vos clés, on va être capable de dériver toutes les clés de la même chaîne. C'est-à-dire, si jamais Bob fait corrompre son téléphone et commence à parler, tous les messages qu'il va se mettre à envoyer en fait, vont être copiables et écoutables. Par contre, dès qu'Alice va répondre, on peut montrer qu'on a rajouté suffisamment d'entropie pour que les clés corrompues dans le téléphone de Bob en fait, ne soient plus utiles pour écouter la conversation. Donc c'était déjà pas mal. Si on regarde un papier qu'on a proposé en 2019, en fait, on a proposé un protocole qui s'appelle SAID, et on montre qu'on arrive à avoir l'impact minimal. C'est-à-dire, au moment de la corruption, le premier message est perdu, parce que les clés ont été déjà générées, donc il n'y a rien à faire. Mais dès le deuxième message envoyé par la personne corrompue, il y a suffisamment d'entropie, et donc c'est plus écoutable, la communication est redevenue sûre. Alors, si on compare, on pourrait se dire que le protocole qu'on a proposé est nettement meilleur. Après, on ne se plaçait pas exactement dans le même type de signal. On avait besoin d'une certaine hiérarchie des clés, on avait besoin d'un système d'identité supérieur. Et donc, ça voulait dire qu'au lieu d'avoir une base de données qui gère des clés publiques comme dans Signal, on allait avoir une autorité qui distribue des clés. Et donc, cette autorité-là, si elle est compromise, elle pouvait faire n'importe quel type d'attaque. Donc, ce n'était pas parfait, mais en tout cas, ça donnait une orientation sur « il faut regarder dans ce sens-là ». OK ? Et donc là, dans le but, c'est un peu de partir de ce constat, de regarder qu'est-ce qu'on va appeler un adversaire, qu'est-ce qu'on va appeler un attaquant, regarder un peu cette vitesse de soin, de healing, et comparer un peu Signal, le protocole qu'on a proposé et un nouveau protocole,
dans cette métrique pour montrer qu'en fait, on peut faire mieux que Signal en se basant sur les mêmes hypothèses que la sécurité du protocole Signal. OK ? Donc, si on regarde le protocole Signal, Signal a deux façons de varier les clés. On a une variation qu'on appelle symétrique. Donc, c'est-à-dire, on va avoir une clé de chaîne, on va passer dans une fonction de dérivation de clé, donc qui est une fonction déterministe étant donné une entrée. Ça va nous générer deux sorties. Une des sorties va servir à chiffrer les clés et une autre sortie va servir d'entrée à la prochaine fonction. Donc, et l'idée, c'est si à un moment on compromet, on ne peut pas passer dans la boîte dans l'autre sens. Donc, on va pouvoir attaquer dans ce sens-là, mais pas dans celui-là, ce qui va apporter une certaine sécurité. Ensuite, on a ce qu'on appelle un ratchet asymétrique. Et là, on va avoir une clé de ratchet, donc une sorte de clé maître temporaire. On va avoir un échange de clés qui est fait entre les deux utilisateurs. Donc là, c'est quand on va sauter d'une chaîne à l'autre. Et à partir de ces deux entrées-là, on va faire exactement le même processus qu'avant. On va dériver une clé et dériver une autre clé. D'accord ? Donc Signal combine un peu les deux. Au sein d'une même chaîne, on va faire la partie symétrique. Et en passant d'une chaîne à l'autre, on va pouvoir générer un Diffie-Hellman qui va servir d'entrée supplémentaire pour rajouter de l'entropie, donc pour rajouter un certain niveau de sécurité. Donc ça marche bien, c'est ce que fait Signal actuellement. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un échange de clés un peu bizarre au début qui est basé sur du Diffie-Hellman qu'on répète sans vraiment répéter 3 fois. Donc ça, c'est pour faire de l'échange de clés avec un peu d'authentification. On s'y intéresse pas trop dans le protocole, on suppose que ça marche. Et en fait, c'est des choses relativement classiques, mais on ne peut pas vraiment imaginer d'attaque à ce niveau-là, hormis si le serveur cherchait à mettre des mauvaises clés et que personne vérifie les clés qui sont générées. Mais là, c'est au niveau de l'utilisateur. Quand vous ajoutez quelqu'un, il faut vérifier que le QR code qui correspond, vérifier que son QR code correspond à ce que vous attendez, ce que vous renvoie le serveur. Voilà. Donc, quand on met tout ça dans Signal, on a l'échange de clés au début qui génère une clé maître. On a un Diffie-Hellman initial qui va servir à passer dans le premier ratchet asymétrique, qui va initialiser la première chaîne, et on dérive tout dans un ratchet symétrique. Quand on change d'utilisateur, il y a un Diffie-Hellman qui est refait, qui initialise une nouvelle chaîne, et ainsi de suite. OK. Alors, que fait une attaque sur ce type de protocole ? Donc, si jamais on a une corruption à un moment, par exemple dans le premier Diffie-Hellman, on va réussir à dériver, donc à cloner cette valeur-là, à cloner l'output de la première fonction de dérivation, donc à avoir cette chaîne de ratchet. Et parce qu'on aura le secret de l'utilisateur qu'on a corrompu, on va pouvoir recalculer le Diffie-Hellman à partir de l'autre donnée publique. Et donc, on va avoir ces deux valeurs-là. Comme on a les deux entrées de cette fonction, on peut évaluer la fonction. Donc, on peut avoir cette valeur-là. Comme on a cette valeur-là et qu'il n'y a plus d'autres entrées possibles, on corrompt toute la chaîne. Par contre, on n'a pas de quoi évaluer ce Diffie-Hellman-là parce que cette fois-là, c'est nous qui redonnons une valeur secrète. Donc en fait, on est bloqué dans l'évaluation de cette fonction. Et c'est pour ça que dans Signal, on peut montrer qu'une corruption ne se propage pas à la chaîne suivante. D'accord. Donc c'est plutôt bien. Et donc ça, c'est une attaque passive. C'est vraiment, je clone la mémoire de votre téléphone, je vous renvoie votre téléphone après, et je fais juste qu'écouter. Une attaque active, par contre, là, elle est beaucoup plus dévastatrice, parce que j'obtiens la clé de ratchet, je peux recalculer le Diffie-Hellman, soit à partir d'éléments publics, soit à partir d'éléments secrets. Je suis capable de tout attaquer là. J'ai la clé temporaire, comme tout à l'heure, mais par contre, là, c'est moi qui vais générer le secret à votre place. Et comme je génère le secret, je suis capable d'évaluer tout ça. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment la pleine possession de votre compte, et je suis capable de me faire passer pour vous jusqu'à la nuit des temps. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que sur la plupart des protocoles qui sont imaginables, ces attaques actives ne sont pas vraiment contrables et donc vont poser beaucoup de problèmes. Donc, on a proposé un protocole qui s'appelle Marshall. Et donc, l'idée, en fait, c'est par rapport à Signal de rajouter une petite couche d'authentification par le biais d'une signature qui va introduire en fait un secret supplémentaire. Et basé sur ce secret, en fait, on va limiter l'effet des corruptions. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf qu'au moment de la dérivation de clé, on refait un Diffie-Hellman et on met une signature en entrée
Et donc, en fait, on remet un tout petit peu d'entropie et d'aléa pour protéger le protocole. Donc, voilà. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en cas d'attaque passive, on récupère l'entrée de la key derivation. Donc, on va pouvoir passer pour la première fois dedans. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Au moment de la corruption, vu qu'on a tous les secrets, on a tous les secrets. Par contre, au moment de l'étape suivante, où il y a un Diffie-Hellman et une signature, il y a une couche d'entropie qui est rajoutée. Et donc, si on n'a plus accès à la mémoire à ce moment-là, on n'est plus capable de retrouver l'aléa qui est utilisé. Donc, on n'a plus ces valeurs. Donc, on n'est plus capable d'évaluer ça et on ne peut plus faire le reste de la chaîne. Donc, ça nous permet, en fait, par l'ajout d'un petit élément dans Signal, d'augmenter la sécurité du protocole contre ce genre d'attaque. En cas d'attaque active, on a la même chose. On a des problèmes, enfin, on peut corrompre le début, on corrompt la chaîne. Et si l'attaque active n'a pas changé les clés de signature, ce qui a priori n'est pas possible, on va se retrouver avec la même sécurité. Alors, ça marche si on arrive à protéger les clés. Donc, on a fait des implémentations pour comparer et voir l'impact que ça a sur l'efficacité en pratique. Donc, sur les serveurs, on a fait tourner les choses. Envoyer un message avec Signal, ça prend environ 1 milliseconde. Avec notre protocole, ça prend 5 millisecondes. Donc, si on scale ça sur des millions d'utilisateurs, ça peut devenir coûteux, mais par contre, à petite échelle, ça marche bien. Et même si on va loin dans la clé, où on n'a plus l'initialisation à faire, et donc avec les Diffie-Hellman initiaux, dans Signal, c'est encore plus rapide, c'est quasi instantané. Et nous, on est encore de l'ordre de la milliseconde. Donc, on perd plus en efficacité en fait, à ce niveau-là, en ratio. Mais malgré tout, ça reste complètement transparent pour un utilisateur lambda. OK. Donc, quand on va regarder un peu maintenant les types d'attaques, on a plusieurs choses qui nous intéressent. Donc, la sécurité post-compromis. On veut toutes les autres propriétés de Signal. Donc, on veut de l'authentification, du chiffrement normal par rapport aux extérieurs. On va regarder un peu ce que font les adversaires. Donc, est-ce que c'est des adversaires qui font des corruptions actives, des corruptions passives? Comment ils se comportent par rapport au protocole? On va regarder 3 protocoles, donc Signal, ce qu'on avait proposé en 2019 comme variante, mais qui avait des problèmes où il nous fallait une autorité maître, et le protocole qu'on a proposé là, qui fonctionne comme dans Signal, avec le même genre de hiérarchie. Donc, on va considérer 3 types de clés. Des clés cross-session, donc qui sont des clés longue durée. Des clés éphémères un peu longues qui vont servir en cross-stage, donc qui vont servir sur une seule ligne. Et après, des clés single-stage qui vont servir une fois par message et qui, elles, vont être réellement éphémères. Donc l'avantage, en fait, en ayant ces 3 clés-là, c'est qu'on va pouvoir supposer qu'elles sont stockées différemment et regarder un peu l'impact que ça a. Et donc, si jamais vous êtes sur un téléphone ou vous avez des trusted modules, des choses comme ça, on peut supposer que les clés long terme qui ne changent pas, ils sont stockés et ça vous fait une mémoire pas corruptible. Et ça peut suffire à introduire quelque chose qui n'est pas compromettable pour assurer de la sécurité. OK ? Donc, pour les adversaires, on va quantifier ça en fonction de ces clés. On va avoir des adversaires locaux, médiums ou globaux. Les locaux vont avoir accès qu'aux clés super temporaires. Les médiums vont avoir les clés temporaires et de chaîne. Et les globaux vont corrompre toute la mémoire. Donc là, ce qu'on peut déjà intuiter, c'est que ceux qui arrivent à corrompre toute la mémoire, en fait, comme ils ont toutes les clés, ça va être le même genre d'attaque que contre Signal. En termes de puissance, on a 2 choses. On a les adversaires actifs et passifs. Donc les passifs accèdent à votre mémoire et après ne font qu'écouter. Et les actifs vont essayer de parler à votre place. Donc là, c'est plus, on vous vole votre téléphone et on se fait passer pour vous en envoyant des messages. Et après, on a 2 types d'adversaires, les adversaires extérieurs et les adversaires à l'intérieur du système, donc qui, là, contrôleraient les serveurs de Signal, par exemple. Donc, on a regardé tous ces adversaires, on a essayé d'appliquer ça à nos protocoles. Donc, sur des adversaires qui ne sont pas dans le système, quand ils sont passifs, en fait, on peut montrer que Signal est moyen parce que sur des clés normales, on va corrompre 2 chaînes de messages intégralement. Si on regarde que les clés temporaires locales, on va corrompre une chaîne de messages intégralement. Alors qu'avec notre variante, en fait, contre tout ce type d'adversaire, on va pouvoir corrompre un seul message et pas le reste de la chaîne. Donc, on peut montrer qu'il y a une vraie amélioration contre des adversaires extérieurs. Contre des adversaires actifs, par contre, c'est nettement moins bien. Donc, si on a un adversaire actif sur Signal qui vous vole votre téléphone, il peut se faire passer intégralement pour vous, sauf si jamais il n'a pas accès à toute la mémoire.
Nous, s'il a accès à toute la mémoire, on a exactement le même problème que Signal. Par contre, s'il a un accès limité à la mémoire, on va pouvoir retomber sur notre sécurité d'avant et donc en fait protéger modulo un message. C'est-à-dire, vous passez la douane, vous envoyez un message, j'ai passé la douane, et le message suivant sera sécurisé. Par contre, si l'adversaire contrôle le système, ce qu'on peut montrer, c'est que s'il est passif, que pour Signal et pour Marshall, c'est comme avant. Donc en particulier, chez nous, il ne corrompt qu'un seul message. Et par contre, si on a un adversaire actif qui est à l'intérieur du système, en fait, on est complètement perdu et il n'y a pas de solution. Et notre protocole n'apporte rien à ce niveau-là. Enfin, on perd tous les messages, alors on les perd moins, mais on les perd quand même intégralement. OK ? Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce protocole de chiffrement et de communication sécurisé de bout en bout, on peut l'appliquer à d'autres choses. Et en particulier, ce qui est intéressant actuellement, c'est avec le déploiement de la 5G, regardez, est-ce qu'on peut faire du chiffrement de bout en bout à ce niveau-là ? Donc, si on regarde un protocole de 5G, alors, on peut l'abstraire de façon assez moche, où on va avoir tous les utilisateurs d'un côté, on va avoir des relais téléphoniques des antennes, et en fait, ce qu'on veut, c'est quand vous passez un appel et que vous changez d'antenne, votre communication reste sécurisée et fonctionne encore. Et on va avoir des serveurs au fond. Donc on a fait une sorte d'abstraction où en fait on a dit que Alice c'était l'utilisateur avec son device et Bob c'était tout le reste du système. Donc c'était les serveurs, les antennes, tout ce qui va bien. Et en fait vous allez changer de chaîne de communication quand vous changez de relais pour la 5G. OK ? Bon. On a mis ça dans notre joli framework. On peut le représenter d'une façon comme ça qui correspond à rien, mais en fait va correspondre aux interactions que vous faites. Donc c'est vous commencez à parler une antenne, tout va bien, et à un moment vous allez changer d'antenne. Alors il va y avoir un hello pour dire je passe sur la nouvelle antenne, et vous allez recommencer à communiquer, que ce soit votre flux audio, vos SMS ou d'autres choses. OK ? Donc, on introduit la même chose. On ne peut pas vraiment supposer qu'il y ait une interface de signature qui existe parce que les antennes sont déployées par des opérateurs différents, dans des pays différents. Donc, il ne va pas y avoir une clé publique existante pour se reposer face à ça. Mais par contre, on peut demander des clés de ratchet, donc c'est-à-dire on peut rajouter de l'entropie un petit peu. Et donc, on va faire la moitié de ce qu'on faisait pour Marshall, en gros, en termes de sécurité. Donc, on peut faire ça. Ça ne change rien en termes de communication, ou presque. Et on arrive en fait à montrer que c'est pas si pire. Donc c'est-à-dire sur de la 5G normale, un adversaire passif qui arrive à corrompre la mémoire, soit d'un utilisateur, mais en fait plutôt d'aller se brancher sur une antenne. En théorie, il pouvait accéder à tout. Au minimum, il pouvait accéder à l'antenne qu'il avait corrompue. Et avec notre variante, même s'il n'y a pas de signature, en fait, on peut montrer qu'il arrive à corrompre qu'un seul message. Donc c'est plutôt intéressant. Un adversaire actif, par contre, comme il n'y a plus de signature, en fait, il est dévastateur parce qu'il n'y a plus rien pour authentifier de façon dure les messages et il va accéder à toutes les données. Si l'adversaire, par contre, arrive à rentrer dans le système, une fois encore, si on est passif, s'il est juste passif, on peut montrer qu'on arrive à rajouter suffisamment de sécurité pour sécuriser les communications. Et s'il est actif, c'est exactement comme pour Signal, c'est complètement perdu. Et il arrive à corrompre toutes les données. Donc, ce qu'on arrive à quantifier avec notre métrique, c'est en fait, on arrive à proposer une petite amélioration au minimum face à des adversaires passifs, donc des adversaires qui vont se brancher et vite repartir. Par contre, on peut aussi montrer que si on a des adversaires actifs, notre approche n'est pas suffisante. Et en fait, trouver une approche qui sera suffisante pour se protéger contre ce type d'attaque, ça va être compliqué. Et donc c'est aussi pour ça, les antennes téléphoniques sont des points sensibles et il faut bien les protéger. Mais ça, c'est un peu instinctif. OK ? Donc, ce qu'on a fait dans ces travaux, c'est qu'on a présenté un nouveau framework. Et le but, ça a été vraiment de classifier quels sont les types d'adversaires, donc actifs, passifs, à l'intérieur, à l'extérieur du système, de montrer les impacts qu'ils pouvaient avoir. Et ça, sur la gestion des clés et sur les clés qui sont présentes dans le système. Est-ce qu'on a des clés éphémères, des clés long terme ? On a aussi introduit une métrique qui est perfectible selon les objectifs sur la vitesse de soin de récupération d'une communication. Et on a pu montrer qu'il y avait vraiment deux éléments différents. Est-ce que vous parlez tout seul sans que la personne en face de vous réponde, ou est-ce que la personne en face de vous répond ? Et ça va avoir un impact et déjà sur Signal et sur les protocoles qu'on peut imaginer par la suite. Donc on a essayé de comparer Signal et des variations de Signal pour l'instant.
Et donc, ce qu'on va faire dans les mois et dans les années futures, c'est déjà essayer de considérer Signal comme l'intégralité du protocole Signal. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on a fait une version simple, on avait 2 utilisateurs qui parlaient dans l'ordre. Après, Signal a des fonctionnalités qui permettent de gérer les messages qui n'arrivent pas dans le bon ordre. Donc, c'est-à-dire si jamais un paquet est perdu et revient plus tard, Signal arrive à le réintégrer. Nous, pour l'instant, on supposait que toutes les clés étaient supprimées dès qu'elles étaient utilisées. Donc, à réintroduire ça dans la métrique. Signal aussi permet les communications par groupe. Et là, la gestion des clés est relativement différente de la façon dont elle se passe pour 2 utilisateurs. Donc, essayez d'introduire ça. Et là, en fait, on a beaucoup de questions juste sur le modèle. C'est qu'est-ce qu'une corruption dans ces cas-là? Combien d'utilisateurs sont corrompus? Est-ce qu'on peut rajouter, enlever des utilisateurs? Et tout ça, ça complique un peu les choses. On peut regarder d'autres protocoles. Alors que ce soit d'autres protocoles de communication sécurisés, donc WhatsApp, Olvid ou des choses comme ça, ou en fait aussi, vu qu'il y a un gros travail sur TLS 1.3 en ce moment, voir est-ce que notre métrique peut être adaptée à TLS 1.3. Parce qu'il y a eu des attaques sur TLS qui étaient au niveau de la Perfect Forward Secrecy, jusque-là. Et donc voir est-ce que dans l'autre sens, on peut avoir de la post-compromise security sur les nouvelles versions de TLS. Et enfin, un dernier aspect qui, lui, est un peu parallèle, mais qui en fait va être intéressant, c'est faire de la vérification automatique de protocole. C'est que pour l'instant, toutes les preuves que l'on fait sont à la main parce qu'on est un peu dans un contexte exploratoire et on définit le modèle un peu à la volée. Et une fois qu'on aura des modèles stabilisés, voir si en fait on peut étudier les protocoles de façon automatique pour que des personnes sans forcément des grosses compétences techniques en termes de preuves de protocole puissent juste décrire leur protocole et regarder est-ce que ça rentre dans le framework ou pas, et donc est-ce qu'on peut en dire des choses. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cette première étape. Maintenant, c'est à vous de jouer si vous avez des questions dès maintenant à poser. La première étant la plus difficile, donc je vous invite à la poser et nous enchaînerons avec la deuxième. Bonjour, c'est juste par rapport à le Future Work que vous avez parlé. Vous avez du coup commencé à regarder ce qui se passait sur les groupes en fait dans Signal par rapport au stade de compromission et à ce qui était compromis après ou pas? Alors, on a commencé, mais en fait, on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut vraiment regarder. Donc en fait, si les groupes sont statiques, c'est-à-dire si on a un groupe et qu'on part du principe qu'on ne peut pas rajouter d'utilisateurs, en fait, on arrive à peu près à définir et ça marche. Alors, il faut un peu définir ce que ça marche, mais ça veut dire si on suppose que les utilisateurs ont bien toutes les informations en temps réel, on peut montrer qu'en fait, on va avoir exactement le même schéma que sur nos chaînes tout à l'heure, et donc c'est-à-dire le premier message va être corrompu et après ça ira bien. Par contre, dès qu'on autorise à ajouter, enlever des utilisateurs, là, ça devient vraiment compliqué à définir. Et Vous demandez ça justement parce que... Ouais. Oui, je vous demandais ça justement parce que j'avais vu des gens justement se rajouter dans des groupes en fait avec des comptes compromis pour en fait avoir accès à l'historique de certains messages. C'est pour ça. Ouais, justement, c'est ça le gros problème, c'est la façon dont Signal gère les ajouts nous plaît pas beaucoup, mais bon. Donc on essaye de discuter avec eux, mais c'est compliqué de leur dire de changer complètement la logique de leur protocole. Et donc dans le cas des ajouts, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et pour l'instant, on n'a pas de bonne piste.